Et salut, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube. Cette vidéo va vous parler de méditation. Si vous voulez méditer mais que vous n'y arrivez pas, aujourd'hui on va vous donner toutes les clés pour pouvoir le faire correctement. Cette vidéo est extraite d'un podcast qui sortira dans quelques jours sur ma chaîne, mais je vous ai condensé les meilleures parties pour vous donner, on va dire, la partie pratique, la partie technique de comment réussir lorsqu'on est débutant ou qu'on a déjà échoué à intégrer plus de méditation dans notre vie. Vous verrez dans l'épisode qui sera dans quelques jours tous les avantages que vous pourrez en tirer pour votre santé et vous verrez d'autres outils pour une santé en pleine conscience. Mais en attendant, je vous laisse avec cet épisode. On pourrait peut-être définir concrètement ce que c'est que méditer ou ce que c'est que la méditation. Parce qu'on le sait tous, mais en fait, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de manières de le faire. Toi, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de définitions, mais quelle serait toi ta définition de méditer ? Méditer, c'est être à ce qui est. Être alors là, totalement à ce qui est. Là, je pense qu'il me faudrait un bon 30 secondes pour y réfléchir. Être à ce qui est. Ok. Il y a plusieurs manières, bien sûr, d'aborder la méditation. Il y a plein de types de méditation. Celle que je transmets est celle qui est, à mon sens, la méditation authentique. Tu as plusieurs types de méditation qui sont très proches. Notamment le Vipassana, la vision pénétrante, on en entend beaucoup parler, les centres de Vipassana dans lesquels tu passes de longues heures à observer tes sensations corporelles, ta respiration, observer la nature impermanente et transitoire des choses, la vie, la mort, qui est issue donc du bouddhisme. Mais disons que de cette méditation notamment est extrait de manière plus contemporaine une méditation laïque qu'on appelle la mindfulness, la méditation de pleine conscience. Celle qu'on utilise justement dans les thérapies, en complément pour bien des maux et des problèmes, que ce soit le corps ou l'esprit. Ce qu'on utilise aussi beaucoup dans l'approche de la préparation mentale pour les athlètes. Visualisation, méditation de pleine conscience sont des outils que les athlètes, même de plus en plus d'entrepreneurs ou d'artistes utilisent. J'utilise aussi avec ce type de profil. Mais quand je dis être totalement à ce qui est, c'est redévelopper une sensitivité, une sensibilité au sens vraiment sensoriel. La conscience lie les sens. Odorat, toucher, goût, vision, son. Finalement, on est tellement accaparé par notre mental, un mental suralimenté, surexcité, qui ne s'arrête jamais, le je, que notre expérience est, pour une bonne partie du temps, inconsciente. C'est-à-dire que ça se produit tout seul et on n'est même pas vraiment conscient de ce qui se passe, ou alors on est comme un programme lancé de manière automatique et on est plus dans la réaction que dans l'action consciente. Donc la base de la méditation, être à ce qui est, c'est s'asseoir et reprendre contact avec toutes les couches sensorielles et le faire jour après jour. Remettre dans la conscience dans toutes les parties du corps. Observer les sons. Observer ce que tu as dans ton champ visuel et rebooter. En fait, tu régénères ton attention moment par moment et tu entraînes ton corps et ton esprit à revenir moment par moment. C'est-à-dire que dès que l'esprit divague, tu repars dans tes pensées, ton mental, ce que tu pourrais faire dans le futur, ce que tu aurais dû faire avant, tu n'es pas dans l'instant présent. Donc c'est reconnecter avec l'expérience telle qu'elle est ici et maintenant, sans la juger, sans repousser en résistant à une situation ou sans s'y accrocher. Par exemple, quelque chose que tu aimes, qui t'apporte du plaisir, que tu vas vouloir reproduire, tu t'accroches à ça, c'est de développer un état d'équanimité, de percevoir les choses pour ce qu'elles sont. Ok. Et si on reprend maintenant pour une personne qui souhaiterait commencer un peu plus, donc qui n'est pas expérimentée et qui voudrait... Est-ce que tu aurais, toi, un guide de bonne pratique, entre guillemets, de la méditation pour le débutant ? Parce que je pense que tu as côtoyé plus de personnes que moi qui méditent, mais moi, d'expérience avec des patients en cabinet avec qui je peux en parler, le plus dur, c'est pour les gens qui ne méditent pas et qui souhaiteraient passer cette barrière de « j'aimerais commencer, mais je ne sais pas comment faire, j'y arrive pas, j'ai entendu des trucs, mais on me dit de penser à rien, mais du coup, je pense au fait que je dois penser à rien, donc en fait, je pense à quelque chose ». Et ils finissent par arrêter parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qui leur correspondait. Alors, c'est clair, comme tout domaine, comme tout art, qu'il est important d'être accompagné au début. Accompagné toujours dans l'optique d'être indépendant, d'être autonome. Aujourd'hui, ce qui est merveilleux dans notre époque, c'est l'accès à l'information, que ce soit YouTube, les livres, les séances guidées sur Spotify, sur plein d'applications. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une communauté en ligne qui est dédiée justement au travail de la méditation et de la respiration. C'est pour pouvoir accompagner à large échelle. Donc, commencer en se faisant accompagner, c'est une bonne chose. Apprendre des bases, ça peut être par le biais, on parlait du Vipassana, de voies plus traditionnelles, yogiques ou dans des centres bouddhistes qui sont complètement ouverts à tout type de culture et de croyance. Quand on dit aller apprendre la méditation dans un centre bouddhiste, c'est plutôt au niveau technique. Finalement, c'est un enseignement relativement laïque. Ou la mindfulness. Donc,
ne pas hésiter à commencer. Et quand on parle de méditation, disons qu'il y a 2 grands domaines. Il y a la pratique formelle, l'assise, celle dont on a l'image la plupart du temps. C'est-à-dire, je m'assieds et là, je vais être dans cette zone de calme et ça va être un travail intérieur où je vais commencer à observer justement les sensations, observer la nature de ma pensée, à trouver des espaces peut-être au-delà de la pensée. Tout ça, ça se fait par la pratique. Comprendre mon fonctionnement aussi. Donc ça, c'est la pratique formelle, l'assise. Sur cette pratique formelle, je peux te couper avant que tu partes sur la deuxième. Quand tu dis être à l'écoute de mes pensées, c'est ça la phrase que tu disais. C'est intéressant parce que moi, j'avais l'image de la méditation, une fois encore, je suis absolument pas expert, de justement d'essayer de se détacher de sa pensée. Et moi, les fois où je pratique et que j'aime, je vais plus être à l'écoute justement de mon corps, je le fais plus allongé qu'assis, de qu'est-ce que je ressens, ma respiration, on en reparlera après, de mon contact sur mon lit, etc., etc. Et toi, tu nous dis qu'au final, non, on peut... Et moi, j'essaie justement de ne penser à rien et de ne pas penser au fait que je ne pense à rien. C'est souvent une des limites de la méditation, surtout au début, c'est d'essayer d'interrompre la pensée, qui est un mécanisme de toute façon présent. Et on ne peut pas arrêter en force ou contraindre. Ou alors, on le peut, mais ça a un coût. Ça a un coût énergétique, c'est de la dualité, c'est une forme de lutte interne. Quand on dit être à l'écoute et observer sa pensée, si on reprend les différentes couches sensorielles que tu as citées, qui est vraiment, pour moi, l'approche idéale pour aller vers la méditation, c'est-à-dire tu prends contact déjà avec tes sensations corporelles et tu vas rajouter une autre couche sensorielle. Tu vas rajouter par exemple les sons, tu vas rajouter le champ visuel, en général les yeux fermés parce que tu as moins d'informations. Donc, tu vas regarder les constellations, tous les ponts lumineux, les formes derrière tes paupières. Et puis peut-être le goût, l'odorat. Tu vas connecter avec le nuage global de sensations corporelles et toutes les différentes perceptions au niveau de tes sens. Et une fois que tu es bien au contact, naturellement, lorsque l'esprit divague, tu peux revenir à ces sensations. Ce qui fait que les choses s'équilibrent naturellement. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer la pensée à tout ce dont tu fais l'expérience, à une des manifestations au même titre que les sons, que les sensations corporelles. Mais en comprenant que tu n'es pas la pensée, que tu n'es pas le penseur, tu peux même observer le penseur, en comprenant que tu es l'espace, ce champ de conscience ouvert qui fait l'expérience de toutes ces choses-là. Et c'est ça, en fait, la méditation. C'est ne même pas refuser ta pensée ou essayer de la bloquer, c'est l'intégrer à des choses qui sont perçues, mais sans s'y identifier. Parce que tu vois, si on reprend ce qu'on expliquait tout à l'heure, un mode de vie hyper connecté, des pensées à droite à gauche, des podcasts écoutés en x2 et compagnie. Si moi, je commence à me laisser penser, c'est terminé en fait. Et tu vois, les rares fois, je suis plutôt un bon dormeur, les rares fois où dans la nuit, je me réveille à 2h du mat pour aller aux toilettes et que je commence à penser, c'est terminé. Je me tape 45 minutes de réflexion et demain, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je programme ça, il faut que je publie, il faut que... etc. Alors une fois encore, il n'y aura pas de recette miracle, hein, mais c'est possible, dans un état méditatif, d'être dans un état de pensée, mais sans prévoir mes courses du lendemain, mes activités, tu vois. C'est quel type de pensée qui te permet de méditer, mais sans que tu sois dans de la planification de ton futur et dans ta productivité? Disons qu'on pourrait parler de vertu au sens remettre les choses en équilibre, à leur juste place. C'est de remettre la pensée à sa juste place. Elle est vitale. L'ego, le mental, on en a besoin. Sans ça, nous ne pourrions pas vivre, nous n'aurions pas évolué. Mais d'être complètement absorbé par cette identité, d'être complètement absorbé par ce mécanisme de réflexion permanente, d'anticipation ou qui ressasse le passé, c'est ça qui nous rend malades. C'est la cause principale de notre souffrance. C'est d'avoir un système de pensée qui est complètement déréglé, qui n'est pas équilibré et qui finalement va prendre le dessus sur notre expérience de vie. On ne devient que ce mental, finalement. C'est d'avoir ce grand pas de recul qui va permettre aux choses de reprendre leur place. Et pour ça, c'est réellement la régularité qui va permettre aux choses de se repositionner naturellement. C'est comme si tu remettais de l'ordre en toi par la pratique consciente. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, proposer, c'est des méditations même très courtes, mais à plein de moments dans la journée. Quand tu vas te laver les mains, tu prends totalement conscience de la température de l'eau, de la texture, du son, de l'odeur du savon. Quand tu fais la vaisselle, une tâche rébarbative que tu es obligé de faire, prends-le, même si c'est 30 secondes, 45 secondes de pure présence. Et avec des moments plus formels où tu vas t'asseoir peut-être 5-10 minutes lorsque tu te réveilles ou 5-10 minutes avant d'aller te coucher. Mais plus tu vas répéter, c'est aussi ça en neurosciences, on en parle très bien, plus tu vas répéter cet état de présence, plus tu vas même recalibrer
l'activité de ton cerveau. Ça va agir sur la neuroplasticité aussi du cerveau. Donc, c'est le fait de répéter cet état de présence intense qui va transformer ton état et qui va repositionner ta pensée plus comme un outil, comme un serviteur qui doit te permettre de te repérer, de prendre des rendez-vous, d'agir dans le temps, mais qui ne va plus être toi au sens activité complètement anarchique, ininterrompue et criblée de tes problèmes finalement. Tu me dis si t'as pas mal tes propos, mais peut-être que ce qui, moi, me pose problème, mais c'est ce que j'entends avec mes patients et sûrement les gens qui nous écoutent, c'est que quand je me laisse aller à ma pensée, je suis soit dans le passé, soit dans le futur. Mais je peux rester dans mes pensées si j'arrive à rester dans le présent. Complètement. Ce serait bien résumé. Et de revoir la mémoire, parce qu'en fait, la mémoire est une zone de ton esprit, quand on parle du passé, ou de voir l'anticipation, non plus comme quelque chose dans lequel on se perd dans l'instant, mais comme une bibliothèque sur laquelle tu as la porte d'accès. Si tu as besoin de repasser dans le passé, replonger dans le passé pour telle ou telle information, tu vas dans cette bibliothèque, tu l'utilises. Si tu as besoin d'anticiper et de te concentrer pour projeter quelque chose, tu vas aussi l'utiliser, mais en conscience. C'est pas des choses qui doivent se déployer tout le temps et qui vont finalement n'apporter que de la confusion et un mal-être au fond. Parce que ne jamais être dans l'instant, ou très peu, ça nous rend malades et malheureux, aussi bien physiquement que mentalement. Et on parlait des deux types de méditation. Donc la première, comment tu l'appelles? La formelle. Au sens, je prends une forme. Et la deuxième, c'est celle dont tu commençais à parler en faisant d'autres choses, etc. Alors oui, c'est celle-ci. Et en fait, c'est de faire le transfert de plus en plus pour justement, on parle d'aspect fonctionnel, comme quand on parle du corps. Un entraînement fonctionnel doit te permettre d'être plus efficient dans la vie. On parlera de méditation informelle. C'est-à-dire que tu as les moments d'assise, les moments de pratique de respiration, de méditation consciente. Et après, c'est comment est-ce que tu vas transférer tout ce que tu as développé dans tes assises, dans tes moments de pratique formelle, dans la vie de tous les jours. Par exemple, là, dans notre podcast, on peut rentrer en méditation. Ça ne va pas changer. Ça va changer notre conversation parce qu'elle ne peut en être que plus profonde et consciente. Mais au lieu d'être juste dans « là, je fais le podcast et après, je repars mon rendez-vous », on est vraiment ensemble. Tu ressens ton corps, tu ressens les points de contact avec la chaise, on se regarde, on se perçoit. Il y a notre mental qui peut plonger dans des informations, qui peut anticiper, mais je peux aussi être totalement présent et j'ai même pas besoin de réfléchir. Les choses de mon état de présence découlent naturellement. Et ça, c'est la pratique informelle. C'est-à-dire que chaque moment de vie est une porte ouverte sur ta pleine conscience, sur ta pleine présence. Méditation informelle. Je ne prends pas de forme. Je suis dans le flow de l'instant présent. Et tu vois, ça revient un peu à juste manger, mais juste écoute tes sensations quand tu manges. Déjà, peut-être que tu mangeras moins et que tu seras beaucoup plus conscient. Et une erreur que je fais, parce que moi, j'ai un peu cette course à la productivité et à l'efficacité, c'était de tout faire en multitâche avec des podcasts, avec des livres audio et compagnie. Et en fait, depuis peu, je commence à y revenir parce qu'en fait, j'avais 1h30 de course à pied à faire. Tu pouvais tout de suite que je m'écoutais un podcast en... Allez, j'ai pas fait les x2, mais en x1,25. Et en fait, non. Et je commence maintenant... Alors, soit vraiment, j'ai envie d'écouter un truc, mais aussi de juste cours sans rien, sans montre, sans téléphone, sans... Et vois ce qui se passe, fais ta vaisselle sans rien. Là où aujourd'hui, et je suis pas le seul, j'en ai plein de patients, je mets obligatoirement quelque chose, je peux plus rester sans que ma pensée ne soit pas occupée par quelque chose. Donc au final, ce serait ça. Ce serait aussi médite, entre guillemets, quand tu fais autre chose. Et c'est ça, se rééquilibrer. Toi qui le vois avec tes patients, il y a plein de problèmes de posture, il y a plein de problèmes de mauvaise utilisation de l'appareil qu'est le corps physique, parce que non-éducation. La méditation, c'est aussi la kinésithérapie de l'esprit. C'est la rééduquer. Tout est naturellement fonctionnel dans la merveilleuse technologie qu'est le corps et l'esprit humain. Mais si on n'a pas le mode d'emploi, si on n'a pas la bonne manière de l'utiliser, forcément, ça déraille. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, ça m'a échappé, ça va revenir. Tellement sur... C'était par rapport au fait que je fasse tout en multitâche et... Ah voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Tu disais juste manger. Ouais. Et le mot juste, il est profond, il est puissant parce que ça fait écho à ce que quand on parle du zen, c'est pareil, le zen, on se dit je suis zen, c'est encore une interprétation à l'occidental où on coupe toute l'infinie profondeur qu'il y a dans le zen, cette approche du bouddhisme où la méditation est le cœur de l'enseignement et de la pratique. J'ai beaucoup appris aussi par le zen. Mais dans le zen, on dit une chose à la fois. Comme tu dis juste, eh bien juste dans le fait de manger, de lire, d'écouter. Si tu es complètement dans toutes tes sensations corporelles, à corps et âme en présence, une chose extrêmement simple devient une immense source de joie. Parce que tu es pleinement présent. Et naturellement,
la paix et cette sensation de bonheur, de gratitude, de simplement être en vie, elle apparaît d'elle-même. Parce que tu es totalement à ce que tu fais. Et ça, c'est juste naturellement présent en nous. Mais ça se cultive. Ça se cultive. Et pour ça, il faut poser notre téléphone. Ah, clairement. Tu vois, je pense que un des éléments qui me l'a fait le plus faire ces derniers temps, c'est d'avoir ma fille, qui a 3 ans et quelques, 4 quand le podcast sera publié, et où je me force en fait à ne pas avoir mon téléphone pour être vraiment avec elle. Tu vois, et chose que avant en couple, malheureusement, je faisais pas. Tu vois, et j'avais horreur de ces soirées où on mettait un film, en fait, on était chacun sur notre téléphone et en fait, personne ne regarde le film, personne ne se parle et tu te demandes ce que tu fais là. Et là, en fait, je me dis, bah ouais, quand t'es avec elle, pose ton tel, regarde ce qu'elle fait, comprends ce qu'elle fait, sois avec elle. Et c'est de la pleine conscience, au final, le terme général sur toute cette pratique-là. Concrètement, si on reprend, je pense que la deuxième pratique dont on parle, elle est peut-être plus facile à mettre en place en réalité. Tu dis si je me trompe, mais juste ne faites pas deux choses à la fois. Ce serait peut-être un bon conseil pour les gens. Justement, je pense que ça va être tellement vaste de dire ça. Ouais. C'est pour ça qu'il est indispensable de passer par une pratique formelle pour vraiment pouvoir développer cette fameuse sensibilité, cette fameuse sensitivité, et aussi de ritualiser, de remettre du sacré dans le simple fait de s'accorder ces moments d'espace, de dire je prends rendez-vous avec moi-même et là je vais prendre soin de moi en profondeur, en prenant soin de mon esprit. Et justement, je pense que toi, tu as accompagné beaucoup de personnes sur le chemin de la méditation. Est-ce que tu as même si évidemment chaque personne est différente, mais tu as des conseils, des outils, des choses où tu sais que quand on commence, quand on a du mal, je sais pas quoi, peut-être plus assis qu'allongé, de le faire plus le matin que le soir. Est-ce que tu as comme ça des guidelines, des grandes pratiques où tu sais que globalement, ça aide les gens pour essayer de méditer? J'ai beaucoup aimé que tu parles de ta fille, de ton enfant, parce que ce qui t'a mis en mouvement pour aller vers plus de présence, plus de conscience, c'est l'amour. C'est cette force qui dépasse tout. Même si on est addict à nos téléphones, tu as ta fille, ton enfant. C'est tellement fort que ça t'extrait d'un mécanisme automatique. Donc je dirais que l'impulsion, le pourquoi est-ce que tu médites, c'est la base de ce qui doit pouvoir te mettre sur ce chemin. C'est à quel point est-ce que je veux aller mieux? À quel point est-ce que je veux prendre soin de moi? À quel point est-ce que je veux être la meilleure version de moi-même, au sens où je veux faire ma vie tel que je le ressens vraiment, tu vois, être en pleine capacité de mon potentiel, d'exprimer pleinement mon potentiel. Si c'est suffisamment fort pour moi, cette impulsion, si j'aime suffisamment la vie et si je veux rayonner et contribuer de la meilleure des manières dans mon entourage, là, je vais pouvoir me mettre en mouvement. Si c'est juste un peu superficiel au sens, ouais, je vais essayer la méditation pour voir, ça tiendra pas. Il faut vraiment qu'il y ait un désir fort de transformation. Un moteur, ouais. Un moteur, vraiment. Après, une fois que ça s'est mis en place, en fonction des différentes personnalités, comme on le disait, il y en a qui seront plus à l'aise à aller dans des centres, il y en a qui pourront le faire en ligne, il y en a qui pourront le faire en suivant des livres, mais ça va être la régularité et selon nos modes de vie là, qui sont tout le temps en vitesse, ce que j'ai remarqué qui fonctionne bien, c'est de s'y accorder dès le matin, dès le réveil. Par exemple, tu te mets sur le bord du lit dès que tu te réveilles et tu commences la journée, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que par quelques minutes de méditation. Ça, c'est un très bon moment pour le faire. Donc, de l'assise formelle, tu peux passer par observer ta respiration au début, faire une respiration au carré, une cohérence cardiaque, on pourra en reparler après. En tout cas, une respiration consciente qui va naturellement t'amener vers l'état méditatif. Et après, tu bascules sur un moment de pleine présence. Sensation corporelle, le pas de recul sur le penseur. Et tu répètes le même processus pour quelques minutes le soir avant d'aller te coucher, ce qui est aussi un autre très bon moment parce que tu vas faire le sas entre ta journée et la nuit. Ça va aussi te permettre d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Donc, c'est une manière de le faire. Il peut y en avoir plein d'autres. Mais comme on passe forcément par ces moments de transition entre la nuit et le jour, entre le sommeil et l'éveil, c'est des moments particulièrement privilégiés. Et si on les ancre comme une hygiène spirituelle, au sens où l'hygiène du corps, je me nettoie, je prends ma douche, je me lave les dents le matin et le soir, ben pourquoi pas faire la même chose avec une hygiène spirituelle, une hygiène de l'esprit. Je lave mon esprit quelque part, je me nettoie le matin et le soir. Ok, c'est intéressant. Une manière de ritualiser. Et à titre personnel, quand je veux me mettre une nouvelle routine et m'y tenir, j'ai une astuce infaillible, c'est que j'en fais une vidéo YouTube. Ce qui m'oblige à le faire en général pendant 30 jours. J'ai fait 100 pompes tous les matins pendant 30 jours. Là, je cours tous les jours pendant 30 jours. Je l'annonce sur Instagram et je suis bloqué. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Mais d'après toi, évidemment, c'est très variable. Mais
au bout de combien de temps, tu me dis hein, si on peut pas répondre, mais on peut commencer à, pas obligatoirement se sentir mieux dans sa vie, mais en tout cas voir une aisance qui s'installe sur de la pratique quand on arrive à être régulier, tu vois. Parce que j'imagine que la première séance, c'est quand même souvent pas fou, parce que tu n'y arrives pas et tu penses au fait qu'il faut pas y penser. Mais d'expérience, au bout de combien de temps, les gens ils commencent à se dire « Ah, je commence à voir où il veut en venir, je commence à comprendre, je commence à moins prendre la tête quand je le fais, etc. » Tu parlais d'un mois, 30 jours, effectivement, c'est une bonne durée. On parle souvent de 21 jours, 3 semaines pour ancrer une habitude. Bien sûr, c'est très bien. Et pour certaines personnes, ça peut être vraiment insupportable au début. Le fait d'être vide face à soi-même, j'ai mon mental qui ne s'arrête jamais. C'est insupportable, même la posture, parce qu'il y a une partie très physique. Le fait d'être juste en assise de manière immobile, ça peut être très douloureux pour certaines personnes. Donc en fait, ça va surtout être la manière dont tu es accompagné pour avoir conscience, dès le début de ta pratique, qu'il n'y a pas de mauvaise méditation. Que celle où même ton mental est archi présent, où tu te sens mal, où même tu peux avoir un raz-de-marée de flux négatifs et ça peut même être anxiogène. Comprendre que, en fait, tu as été avec ça et tu as observé ça. Et que moins tu vas refuser, moins tu vas lutter, même les méditations les moins faciles, parfois les plus chaotiques sont, à l'image de la vie, sont les plus grandes sources d'enseignement. Donc si tu intègres ça dès le début de ta pratique, je pense que c'est ce qui va te permettre de vraiment l'ancrer sans te décourager, de ne pas attendre justement des résultats, mais de simplement embrasser le processus. Et effectivement, après un mois, si tu consacres entre 5 et 10 minutes matin et soir, normalement, tu devrais pouvoir déjà sentir des transformations dans ton degré de présence au cours de la journée. C'est intéressant parce que ce que tu nous dis sur la méditation, c'est ce que je raconte à mes patients pour le sport. C'est que y a des séances où tu vas en chier alors que tu devrais pas, mais elles sont efficaces. Il y a des fois où tu vas sentir que tu es nul, mais en fait, même si tu as fait 5 minutes de sport tous les jours pendant 30 jours et que tu étais à zéro, ça a un effet positif pour ton corps. Et en fait, ne juge pas la valeur des kilomètres que tu auras parcouru en 5 minutes, juste le fait que tu les fais tous les matins pendant 30 jours. Quoi qu'il arrive, en 30 jours, tu auras couru beaucoup plus que ce que tu as pu faire les 30 jours précédents. Et quoi qu'il arrive, même si tu fais 5 minutes matin et soir pendant 30 jours et que tu trouves ça nul, tu auras beaucoup plus médité que ce que tu as pu faire les derniers mois ou dernières années de ta vie. Et donc, ça restera positif. Complètement. On ne peut pas faire la comparaison entre le corps et l'esprit totalement ou entre le muscle et l'esprit. Mais il y a quand même quelque chose de très similaire. Et moi, je fais vraiment cette parallèle aussi, étant quelqu'un qui est dans le corps depuis tout petit et l'entraînement physique. Il y a vraiment cette parallèle où l'esprit est aussi un muscle. Et la méditation, c'est aussi l'entraînement de l'esprit. Plus tu vas entraîner ton esprit à être totalement présent à l'instant, à tout ce que tu reçois dans ce champ de conscience que tu es par le corps, et plus ça, tu vas développer une endurance et une capacité à répercuter et à reproduire le moment de présence. La capacité à régénérer ton attention, en fait. Tu muscles ça. Et même au niveau cérébral, dans la structure même de ton cerveau. Ok. Et sur, du coup, cette pratique de la méditation, comment, toi, tu intègres la partie, du coup, respiration ? Alors, elle est, comme on le disait un peu plus tôt, elle est souvent le point d'entrée sur le degré de présence, parce que le simple fait d'observer sa respiration, ça permet de prendre conscience de son corps. Comme on respire, il y a ce mouvement entre inspiration et expiration, c'est aussi observer le mouvement des choses, observer la transformation et l'impermanence, parce que tu observes ton inspiration et après tu vas observer ton expiration, et là il y a déjà eu un mouvement, il y a déjà des secondes qui se sont produites et plein d'autres choses. Donc le fait de prendre contact avec sa respiration, c'est une porte d'entrée directement accessible, qui va être aussi la grande porte d'entrée lorsque on est dans des moments de stress dans la vie, qu'on a besoin de rapidement reprendre contact avec l'instant. Se concentrer sur la respiration, c'est vraiment puissant. On en fait tous l'expérience. Et d'ailleurs, quand on a... le corps le fait naturellement, en fait. Ça fait partie de nos réflexes de jouer sur cette respiration. Donc la respiration, elle est un point d'entrée très profond. Mais après, la respiration, on peut l'utiliser de plein de manières. Et ma manière de l'aborder et de la transmettre, elle va de l'approche méditative jusqu'à la libération somato-émotionnelle, l'entraînement type respiration d'hyperventilation, Wim Hof, ou les pranayamas issus du yoga, ou le qigong. C'est-à-dire qu'avec la respiration, c'est comme l'entraînement physique. Tu as énormément de choses. C'est comme parler d'endurance, d'hypertrophie ou de vitesse. Ouais, de différentes qualités physiques. Exactement. La respiration, c'est un domaine très, très vaste. Ok. Et tu vois, tout à l'heure, en début de podcast, on disait les gens ne prennent même plus conscience du fait de respirer. Et tu prenais ce côté juste
une inspiration. C'est vrai que moi, des fois, par exemple, entre deux patients, juste une, tu vois, entre monsieur A et monsieur B, en fait, ça fait du bien. Un peu comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur la méditation, où on peut faire des petits blocs dans la journée de plutôt pleine conscience. Est-ce que toi, il y a des choses que tu préconises à essayer d'intégrer dans la journée, plus précisément, que ce soit une seule respique, soit de l'hyperventilation, sur le spectre de toutes les respirations qui sont possibles, que tu considères efficaces? De manière très simple, ce que j'invite un maximum de personnes à intégrer à leur quotidien, c'est quelques minutes au long de la journée de respiration consciente. Donc simplement se mettre dans une pièce un peu plus au calme ou entre deux rendez-vous, en allant d'un point A à un point B dans la rue. On peut le faire en marchant, on peut le faire en se déplaçant, on peut le faire les yeux ouverts, on peut le faire les yeux fermés, on peut le faire dans le métro, on peut le faire dans la voiture. Pas d'hyperventilation dans la voiture. Ni les yeux fermés. Exactement. Mais une respiration consciente. Donc simplement sentir que je pars bien du bas-ventre, vraiment du bas du pubis, du plancher pelvien, et je viens inspirer et sentir tous les étages, le mouvement du diaphragme, sentir que c'est à 360 degrés aussi, qu'il y a une incidence sur les lombaires, sur le bas du dos, le côté, que ça pousse vers le bas, qu'il y a mes côtes qui s'écartent sur l'extérieur, et puis que ça monte jusqu'à la zone thoracique, jusqu'aux clavicules, qu'il y a aussi une pression au niveau du dos. Simplement observer ça pendant quelques respirations, c'est déjà prendre conscience de choses profondes, c'est déjà s'ancrer dans une perception de l'instant. Et après, il y a une autre respiration, il y en a beaucoup que j'apprécie particulièrement, mais la respiration au carré, je l'aime beaucoup. Tu inspires sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Tu bloques poumon plein sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Puis tu expires par le nez ou la bouche sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et tu bloques de nouveau poumon vide sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et tu peux répéter ces cycles. Disons que si on veut vraiment faire le carré, tu fais 4 secondes sur chaque phase, on a 4, et sur 4 minutes. C'est une bonne manière de se rappeler cette respiration. Et ça, il y a une action directe, même au niveau parasympathique, où tu vas sentir ce relâchement, cette détente, ce degré de présence. Donc, quand on est anxieux, stressé, ou juste trop dans le mental, ou des émotions qui nous submergent, petite respiration au carré, à tout moment, même en marchant, efficacité directe. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi en tout cas. Si c'est le cas, pensez évidemment à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, vous mettez ça dans les commentaires. Et si vous n'étiez pas encore abonné, bah écoutez, bienvenue. Pensez à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on va vous laisser méditer avec tout ce qu'on a raconté. Merci Taïb. Merci à toi et merci à tous.